Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la 7e édition partie du live d'InnoLab d'Elsan. Je me présente, je suis Julie Defolleville, directrice générale de RCA Factory. Nous sommes une agence de communication social média santé et on a la particularité d'avoir créé un média qui s'appelle We Are Patients, qui est un média dédié aux patients et aux aidants. Et donc on va à la rencontre des patients et des aidants au quotidien depuis une dizaine d'années pour parler de leurs difficultés et de leurs victoires. Ce soir, on va aborder une thématique très importante qui est accélérer le déploiement des innovations technologiques dans les territoires au service de la santé de tous les Français, avec Elsan, leader de l'hospitalisation privée en France, membre des acteurs de la French Care. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Merci également d'être à distance. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir de donner la parole à Sébastien Proto. Bonjour Sébastien, vous êtes le président exécutif d'Elsan et la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'InnoLab, qui est un événement important pour le groupe Elsan. Un moment dédié à un enjeu fondamental qui est l'innovation, bien sûr. Et l'innovation, elle fait partie de notre identité chez Elsan. On est un groupe jeune, qui a à peu près 10 ans, et qui en 10 ans est devenu un des acteurs importants, majeurs de l'offre de soins en France. Et je pense qu'on peut mettre sur le compte de cette jeunesse le fait que l'innovation, l'envie d'innover, soit un des éléments qui rassemble, qui fédère beaucoup les collaborateurs du groupe. Au quotidien, avec cette envie d'identifier les ruptures, les nouvelles tendances, comprendre ce qui peut être fait avec les sociétés innovantes. Il y a quelques chiffres qui démontrent ça. Je suis toujours frappé de voir que Dorothée Moisy, qui est ici, et ses équipes ont rencontré plus de 800 sociétés innovantes, organisé 40 expérimentations sur le territoire, ce qui est beaucoup, et structuré 18 partenariats pour un déploiement sur l'ensemble du territoire à l'échelle nationale. Donc ça fait partie de notre ADN. Au fond, beaucoup d'acteurs publics et privés innovent, et heureusement, mais je pense que ça a une place particulière dans notre vision de la santé. Et il y a quelques convictions fortes dans la manière dont on pense l'innovation chez Elsan, et il y en a 4 sur lesquelles je voudrais insister. La première, et ça fera écho avec le fil conducteur de cette InnoLab, l'innovation, c'est un moyen d'améliorer l'accès aux soins partout sur le territoire. C'est vraiment un enjeu de diffusion de l'innovation dans les territoires partout en France. Et c'est particulièrement important pour Elsan parce que Elsan, vous le savez, est un acteur de territoire. On n'a aucun établissement dans Paris. Nos établissements de soins sont hors de Paris, un peu partout en France. Et lorsqu'on équipe nos établissements de robots pour la chirurgie assistée par la robotique, lorsqu'on déploie avec Incepto, quand on déploie avec Incepto des outils dans les services d'urgence d'aide à la détection de fractures, lorsqu'on a 10 centres qui vont participer à un programme important de détection de l'endométriose par test salivaire, test avec la start-up Ziwig, notre volonté, c'est vraiment que l'innovation se diffuse largement en France, hors de Paris. Et la conviction derrière, c'est que l'innovation, c'est cet accélérateur d'un meilleur accès aux soins. L'innovation, ce ne doit pas être la cause d'une plus grande différence dans l'accès aux soins entre de l'innovation de grandes métropoles et le reste du territoire. La deuxième conviction, c'est qu'une politique d'innovation qui fonctionne, c'est une politique qui se diffuse largement dans les établissements. Le passage à l'échelle, qui est un peu l'obsession, je pense, en matière d'innovation, ce passage à l'échelle, c'est vraiment l'objectif permanent. Parce que le système de santé ne se transforme pas si vous avez quelques initiatives innovantes dans quelques établissements. Et lorsqu'on met en place, par exemple, la télésurveillance en cancérologie, l'objectif, c'est que... Je pense que mon micro ne fonctionne pas très bien. Si, c'est bon. L'objectif, c'est qu'on déploie cette télésurveillance en cancérologie, non pas dans quelques établissements, mais le plus vite possible dans la plupart d'entre eux. Innover, c'est vraiment potentiellement transformer, mais pour transformer, il faut déployer.
Et vous allez beaucoup parler ce soir du rythme de déploiement et à quelles conditions on sait déployer. Et je pense qu'il y a une force chez Elsan, c'est que quand on a un pilote qui fonctionne en matière d'innovation, on est capable de le déployer ensuite rapidement dans nos établissements parce qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur entre nos différents établissements. La troisième conviction, c'est qu'il n'y a pas d'innovation sans partenariat. Partenariat avec les startups, c'est évident, avec les industriels également, mais partenariat entre le public et privé. L'innovation, ça doit être un monde sans idéologie. Et c'est comme ça qu'on essaie de construire notre politique d'innovation. Et ce soir, je pense qu'on va parler de partenariat, par exemple, avec la PHP. C'est vraiment, ces partenariats publics-privés, une condition et une opportunité formidable pour aller plus vite, tous ensemble. Un monde sans idéologie, c'est, en matière d'innovation, un monde qui se transforme plus vite. Enfin, dernière conviction, c'est que l'innovation dans le secteur de la santé, elle est potentiellement massive et elle bute encore trop souvent sur des freins que j'ai déjà évoqués l'année dernière, mais malheureusement qui sont toujours là, et qui font obstacle à ce déploiement rapide. Ces freins, ils sont réglementaires, ils sont administratifs, ils sont financiers. Et on voit des pouvoirs publics qui mettent beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie pour encourager les levées de fonds, notamment dans les startups et en particulier dans la santé. J'aimerais à titre personnel qu'on mette autant d'énergie dans les levées de fonds que dans les levées de freins. Et dans les levées de freins, malheureusement, ça va un petit peu moins vite. Et je vais prendre un exemple. On a eu un long débat cet après-midi avec des représentants de la communauté médicale d'Elsan. Je reviens sur la robotique. Aujourd'hui, le cadre réglementaire, le cadre financier est un obstacle majeur au déploiement de la robotique partout en France. Ça pose même derrière des problèmes éthiques dans l'accès des patients à la robotique. C'est un exemple de frein, je pourrais les multiplier et on les évoquera, j'imagine, aussi au cours de cette InnoLab. Mais c'est notre quatrième conviction, il n'y a pas de politique d'innovation s'il n'y a pas une politique de levée de frein plus rapide en France. Ils sont trop importants. Pour conclure, et avant de vous laisser profiter des tables rondes, je voulais remercier, d'abord vous remercier d'être là, physiquement ou à distance. Remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait que cette InnoLab se mette en place, et en particulier, bien sûr, Dorothée qui est là, Dorothée Moisy, Myriam Combe, Samantha Padlou qui est par là aussi, et puis les équipes de la communication. Je voulais remercier tous nos intervenants. Et puis je voulais remercier tous les professionnels qui travaillent dans nos établissements, qui nous font l'honneur de travailler dans nos établissements, et qui s'investissent dans ces enjeux d'innovation et bien sûr dans la recherche. Je parle en saluant le Dr Piéchaud qui est très actif dans nos activités de recherche clinique. Il n'y a pas d'innovation sans recherche clinique et j'espère qu'on continuera de plus en plus à être un acteur important dans ce domaine. Je vous laisse profiter de nos tables rondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir Sébastien Proto. Merci pour ce mot d'introduction. Et donc, place à la première table ronde. J'appelle sur le plateau Laurence Contarazus, présidente du SNITEM et présidente France non opérationnelle. Axel Rebarga, responsable innovation et recherche ARS Île-de-France. Et Dr Myriam Combe, directrice de la stratégie et des relations médicales chez Elsan. Donc, vous pouvez prendre place et vous installer et prendre un micro. Alors, première question, c'est pour vous, Laurence. Quand on parle d'innovation technologique, de quoi parle-t-on? Quelles sont les promesses et les freins? Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je recommence. Bonjour à toutes et tous. Très heureuse d'être là, j'allais dire, à deux titres, et d'ailleurs à d'autres titres, en tant que présidente du SNITEM et aussi en tant que présidente de General Electric Healthcare, et tout particulièrement avec Elsan, parce que, Monsieur Proto, je pense que vous avez aussi oublié quelque chose, c'est que je pense qu'Elsan était peut-être, j'allais dire, l'organisation en fait, avec laquelle on a commencé le plus tôt à parler d'innovation et avec lequel on a fait tous
les startups, les grands groupes, de la collaboration. Et on peut dire que dans certains centres, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs, des fois innovation était un peu un gros mot, collaboration aussi. Et je pense que l'ensemble des équipes, et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'industriels dans la salle, n'ont jamais ressenti ça. Tout ça pour dire que je pense que l'innovation, ça commence par la collaboration. Vous avez parlé de partenariat, et je pense qu'on ne fait pas d'innovation, en effet, qu'elle soit technologique, sans collaboration. On ne fait pas non plus d'innovation technologique sans innovation organisationnelle. Et je pense que, j'allais dire que mes deux collègues vont revenir dessus, mais c'est un point important parce que pourquoi est-ce qu'on fait de l'innovation, et entre autres de l'innovation technologique? Quand on parle d'innovation technologique, souvent, et en tout particulièrement aussi en termes d'équipement, on parle de médecine personnalisée. Donc comment est-ce qu'on va mieux diagnostiquer plus vite, avoir le bon traitement, au bon endroit, aller chercher la maladie au plus profond en fait, du patient. Et aussi, quand on parle d'innovation, du coup, eh bien, on ne peut pas parler d'innovation sans intelligence artificielle. Et déjà là, on voit à quel point, en fait, on a beaucoup de sujets sur la table et pourquoi la collaboration, c'est aussi important. Quand on parle d'innovation technologique, et là, je vais prendre un exemple où, par exemple, on peut avoir de l'IA, on doit même aller jusqu'au patient. Et un des exemples qu'on va retrouver dans ce qu'on a fait, par exemple, chez General Electric Healthcare, sur un des mammographes que l'on retrouve dans beaucoup de vos centres, eh bien, l'innovation, elle a été faite avec les patients et une capacité à pouvoir gérer la pression, par exemple, vient des patientes, d'ailleurs. Ensuite, peut-être revenir aussi sur le fait que cette collaboration est extrêmement importante parce qu'il faut qu'on ait chacun notre expertise. Là aussi, dans les exemples, qu'on parle d'innovation technologique, qu'on parle d'innovation organisationnelle, les industriels, tous autant qu'on est dans la salle, eh bien, on va beaucoup travailler avec le Lean Management, et bien, on va pouvoir aussi inclure ça dans l'innovation organisationnelle. Après, quels sont les freins? Je crois qu'en effet, votre président en a parlé. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas adresser uniquement la problématique de la régulation économique? Et là aussi, en termes d'équipement, c'est un sujet, j'allais dire, hyper important, puisqu'on parlait de la robotique, hein, et vous avez été, je pense, toutes les sociétés de robotique avaient eu cette première problématique avec des machines beaucoup plus chères, où il n'y avait d'ailleurs pas de rémunération. Donc, comment est-ce qu'on mettait à disposition l'ensemble des personnels soignants, mais aussi des patients, des machines où il n'y avait pas de moyens de financement. Et malgré les années qui passent, ça n'a pas toujours beaucoup vraiment changé, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on casse les silos? Là aussi, on n'est pas bon non plus du tout dans notre pays. Alors, dans d'autres pays non plus, mais on va commencer par le nôtre. Et là aussi, je pense qu'Elsan a largement montré l'exemple. En termes de partenariat, je pense que c'est aussi une des organisations les plus faciles à travailler, hein, que ce soit sur l'innovation technologique ou l'innovation organisationnelle. Et puis, je pense que ça a été aussi un petit peu abordé, mais comment est-ce qu'on essaye, comment on teste, comment est-ce qu'on mesure? Et un point qui me semble aussi très important quand on parle d'innovation, c'est avoir le droit à l'erreur. Dans un environnement où normalement on n'a pas le droit à l'erreur, mais si on ne fait pas d'erreur, on ne peut pas corriger. Donc je pense que c'est les points que j'avais envie de partager avec vous en termes d'innovation. Merci beaucoup Laurence. Ma question s'adresse à Dr Combe et à Axel. Peut-être Dr Combe, quels sont les besoins et les enjeux? Alors, est-ce que votre micro est allumé? Pardon. Voilà. Allô, allô? Alors peut-être, est-ce que... Non, ça marche très bien. Ouais, bon, je pense que c'est moi qui ne parle pas assez fort. Donc, de manière un peu provocante, j'avais envie de dire quelles sont les promesses que doit tenir l'innovation pour qu'elle puisse se déployer. Et à mon sens, si on veut vraiment être provocant, elle doit tenir 3 promesses. Elle doit permettre de faire plus, elle doit permettre de faire mieux, et elle doit permettre de faire mieux avec moins de ressources, en étant le plus économe de ressources. Donc elle doit faire plus, bien évidemment parce que les enjeux de santé publique sont tels que le vieillissement de la population, mais aussi nos habitudes de consommation de soins, et je parle de consommation de soins, sont différentes. Il y a de très belles études qui ont montré qu'au même âge, parce que quelqu'un qui a 35 ans consomme plus de soins qu'il en consommait il y a 35 ans. Donc il y a vraiment un besoin de faire plus, et ces innovations, elles doivent nous permettre de faire plus de soins. Et quand on dit plus de soins, de manière différente, c'est aussi
quand on parle des innovations organisationnelles, c'est comment on met par exemple, le bon soignant au bon endroit, et ce n'est pas toujours forcément un médecin. Elles doivent nous permettre de faire mieux. Et quand Sébastien Proto a parlé des innovations qui permettent de faire mieux, quand on met effectivement de l'intelligence artificielle aux urgences, quand on permet effectivement de diagnostiquer des fractures aux urgences, quand un urgentiste, parce que ce n'est pas son métier, même ne voit pas 20% des fractures, et que l'intelligence artificielle lui permet de voir ces fractures, on fait bien mieux que l'homme, en tout cas, on l'aide à faire mieux, et donc on améliore le système. Donc elle doit nous permettre de faire mieux. Elle doit nous permettre aussi de faire mieux, et aussi de faire avec des ressources qui sont plus économes. On parlait de la télésurveillance en cancer. Effectivement, quand on travaille sur la télésurveillance avec des acteurs comme Resilience Security, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de suivre à distance des patients qui bénéficient d'une chimiothérapie et de pouvoir savoir s'ils vont faire des événements indésirables graves et d'anticiper ces événements indésirables graves, de limiter le passage aux urgences. Donc c'est effectivement de faire différemment. Donc cette promesse de faire, elle doit être tenue, à mon sens, et elle doit être tenue de faire mieux, de faire plus, de faire mieux, et de faire avec des ressources qui ne sont pas extensibles. Et la très grande difficulté, et les équipes que Dorothée rencontre, de l'innovation que vous portez, pour beaucoup d'entre vous dans la salle, elle se confronte à quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui est, à mon sens, une contraction de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'avant, quand on faisait de l'innovation en santé, on avait de l'espace. On avait de l'espace réglementaire. Alors, je ne le critique pas, simplement c'est un constat, on avait l'espace réglementaire. On avait aussi de l'espace financier. La contrainte financière était beaucoup moins importante. Donc une contraction et le temps. Et on avait du temps. Et on le voit comme des acteurs sur la robotique. Ils ont eu le temps de trouver leur marché. Et donc là, il y a vraiment une contraction de l'espace-temps. Ça veut dire que ce qu'apporte une innovation en santé, c'est-à-dire plus, mieux, avec moins de ressources, elle doit aussi le faire en tenant compte de cette contraction très forte de l'espace-temps pour trouver très rapidement le cas d'usage qui va permettre de la déployer et de la déployer à grande échelle. Voilà ce que j'avais envie de partager. Merci beaucoup, Dr Combe. Axel, peut-être, quel est votre point de vue sur les besoins et les enjeux? Les besoins aujourd'hui, on l'a tous dit, c'est effectivement rendre accessible à tous, réduire les inégalités sociales de santé et travailler de ce fait dans la gradation des soins. On veut que la majorité de la population ait accès à des innovations. En même temps, y a-t-il besoin de déployer toutes les innovations sur tous les territoires? Est-ce que c'est pertinent? Donc ça part aussi d'un recensement des besoins territoriaux, de l'existant, et de voir comment est-ce qu'on peut organiser et rationaliser au mieux en tenant compte des contraintes que vous venez d'évoquer, les contraintes financières aussi majoritairement. Donc ça part d'un vrai diagnostic territorial, d'une identification, d'une bonne connaissance de sa population pour savoir où déployer de manière le plus pertinente possible l'innovation, les nouvelles technologies, et derrière comment est-ce qu'on organise les soins autour justement de ces implantations. D'un point de vue financier, il est vrai qu'aujourd'hui les ressources sont moins en adéquation, en tout cas avec l'émergence et la multiplicité de l'émergence des innovations et le nombre de thématiques sur lesquelles l'innovation existe aujourd'hui. On voit que l'innovation existe sur toutes les spécialités médicales, qu'il y a des tas de nouvelles technologies, de nouvelles robotiques, qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et c'est vrai que si on regarde la courbe exponentielle de l'innovation par rapport au financement, c'est sûr que c'est la courbe des nouvelles solutions à tester qui a explosé et les financements arrivent. On voit qu'il y a des budgets qui sont débloqués derrière, mais qui ne permettent peut-être pas de répondre aussi rapidement et aussi efficacement que souhaité, puisque l'innovation va vite, effectivement, et qu'on aimerait aller extrêmement vite. Il y a un gros enjeu sur l'innovation aussi autour des données de santé. On voit bien que l'innovation va reposer, on a parlé d'intelligence artificielle, sur l'usage de la donnée de santé. Donc il y a toute la structuration en amont aussi de la donnée. Comment on la collecte, où est-ce qu'on la stocke, est-ce qu'elle est robuste, est-ce qu'elle est exhaustive, comment est-ce qu'on va l'exploiter. Donc on voit bien aussi qu'avant de mettre en place et de tester des innovations telles que l'IA, il y a toute la structuration en amont permettant aux algorithmes de s'entraîner correctement. On a parlé de tests d'innovation, de déploiement, mais entre les deux, il y a peut-être l'évaluation aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, l'innovation a besoin
d'être évalué. On voit l'émergence d'une offre relativement pléthorique. Comment est-ce qu'aujourd'hui on s'assure de la qualité des solutions qui nous sont proposées? Comment est-ce qu'on s'assure justement des recherches, des essais qui ont été réalisés non seulement in vitro, mais maintenant tout l'enjeu c'est aussi in vivo. Et je pense qu'il faut aussi se laisser quand même le temps de faire ces évaluations. Le plus dur étant peut-être de trouver les indicateurs et de trouver effectivement des indicateurs pertinents et reproductibles, mais se laisser ce temps nécessaire à l'évaluation de la qualité des solutions qui nous sont proposées aujourd'hui. Avant de déployer massivement, même si là aussi on est bien d'accord, on a envie de déployer rapidement, mais il faut qu'on déploie des solutions qualitatives. Merci beaucoup Axel. Voilà, et une question aussi pour vous trois, quelles sont les solutions? Qui veut prendre la parole en premier? J'ai envie de les prendre parce qu'en fait je résumerai en 2 points en fait. C'est comment est-ce qu'on arrive à intégrer la culture du changement dans notre société au sens large, parce que on n'est quand même pas un peuple qui aimons le changement. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, on l'a vraiment vu dans les 2 différents topos, c'est être en capacité de mesurer, parce qu'on n'est pas non plus, j'allais dire, les concitoyens qui aimons le plus la mesure, et je pense que c'est valable. Et le 3e point, c'est... on l'a dit, collaboration, partenariat. Je pense que ça, c'est vraiment la solution pour toutes les innovations. Moi, j'en ai 2 auxquelles je pense. Une qu'on est en train de mener avec Elsan sur, par exemple, on a des équipements. Eh bien, comment est-ce qu'on va mesurer l'utilisation de ces équipements, comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer, comment est-ce qu'on va pouvoir réduire les coûts. Donc on a un outil qui s'appelle Imagine 360 et quand on fait ce genre de choses, en fait, c'est comment est-ce qu'on est vraiment en capacité à échanger, à se dire la vérité, ça marche pas, sur ce point-là, on pourrait aller plus vite, on doit aller moins vite, comment est-ce qu'on doit le faire, où est-ce qu'on doit installer. Et puis je finirai peut-être par un exemple de chez General Electric Healthcare. On a mis un Innovation Lab, c'est aussi pour ça que je suis contente, j'allais dire, d'être invitée. Je pense qu'il faut que tout le monde se lance dans cette innovation avec ses difficultés et ses points positifs. Voilà. Merci beaucoup Laurence. Docteur Combe, peut-être sur un mot sur les solutions? Elle doit aussi, ça c'est pour le patient, mais elle doit aussi s'inscrire dans une amélioration qui est significative pour les soignants et les praticiens. Si elle n'est pas significative, cette amélioration, et les gens n'ont pas d'intérêt et n'ont pas d'envie de changer. Donc si on veut les faire changer, il faut que cette solution, elle apporte vraiment une plus-value importante. Et puis, à mon sens, quand on aura ça, on aura quelque chose qu'on appelle un peu la valeur en santé, c'est-à-dire un bénéfice à la fois par les patients et puis un bénéfice pour les professionnels de santé. Merci beaucoup, Docteur Combe. Rapidement, Axel, pour conclure. Rapidement, nous croyons beaucoup aussi au partage d'expérience. On voit bien que tout le monde essaie aussi de tester à droite, à gauche et qu'on teste peu. On est tous démarchés, vous êtes tous démarchés par quasiment toutes les mêmes solutions, vous testez. Mais on est persuadé aujourd'hui, pour gagner du temps, on n'est peut-être pas obligé de tous retester parallèlement et qu'il est important aussi d'apprendre des expériences des autres. Donc fort de cette expérience, typiquement en Ile-de-France, on a organisé un groupe de partage d'expérience entre les établissements publics, privés, de façon à ce qu'on parle librement justement des tests réalisés dans les différentes institutions et savoir ça marche pas, bon et pourquoi, de manière à ce que justement la parole soit assez libre et qu'on gagne du temps pour pas retester systématiquement des solutions. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que fort de la conviction que nous avons qu'effectivement le changement technologique passe par l'accompagnement humain aussi et l'accompagnement au changement, nous lançons aujourd'hui la 4e édition de notre appel à projet innovation organisationnelle sous-tendue par des solutions numériques. Le titre est long, mais parce qu'on est bien convaincu que les 2 sont indissociables et que l'accompagnement au changement passe aussi par la gestion de projet, par de l'accompagnement des équipes à l'usage et aux modifications des organisations. Et donc c'est un appel à projet qui est ouvert à toutes les structures situées en Ile-de-France, aux établissements, j'insiste, certes qui font faire des partenariats, parce que ça aussi ça permet de promouvoir les partenariats avec des industries, mais avec un accent très fort mis sur l'humain et sur la gestion de projet et l'accompagnement au changement. Merci beaucoup à toutes les 3 pour votre éclairage. Vous pouvez applaudir Laurence Contarazus, Axel Rebarga et Dr Myriam Combe. Place à la 2e table ronde et au premier retour d'expérience sur démocratiser l'accès à l'innovation dans les territoires, le passage à l'échelle
de la chirurgie robot-assistée. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Dr Gabriele Barabino, chirurgien viscéral et digestif à Saint-Priest-en-Jarez, Michel Nice, directeur France Intuitive, et Dr Myriam Combe, directrice de la stratégie et des relations médicales Elsan. Alors, peut-être mettez-vous en face de la caméra pour les personnes à distance. Très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que les micros, c'est bon, sont bien oui. sur le bouton vert? Et Michel, ma première question est pour vous, mais juste avant, pardon, on va regarder une petite vidéo, notamment sur le plan robot, et donc lancement de cette vidéo. Alors, si, voilà, c'est bon, elle est juste là. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la chirurgie robot assistée et pour quels usages dans le monde et en France? Oui, bien sûr. D'abord, j'aimerais remercier Elsan pour l'invitation et pour notre partenariat et notre collaboration. Ça fait vraiment plaisir de participer à l'événement InnoLab. La société Intuitive, nous sommes une société américaine. Nous sommes basés à Silicon Valley et l'aventure robotique a commencé pour nous en 1995. Et donc depuis 30 ans, oui, en effet, on est le pionnier dans la chirurgie robotique pour des tissus mous. En fait, notre mission dès le début a été de dire on essaye d'offrir des soins de pointe, des soins mini-invasifs de pointe, et donc essayer de donner la possibilité aux chirurgiens d'aller encore plus loin dans la chirurgie mini-invasive pour à la fin avoir des meilleurs résultats patients. Et donc, dès le début, ça a été notre mission. Et donc, depuis le premier patient, aujourd'hui, on a fait plus de 16 millions de patients. On a à peu près, je pense qu'on a récemment dépassé 10 500 systèmes au niveau mondial, dont 1700 au niveau Europe. Et en France, on vient de presque dépasser 290 systèmes. Et donc, en fait, on constate un développement large et pluridisciplinaire parce que on est très connu pour l'urologie. Juste pour la petite histoire, en France, par exemple, pour la prostatectomie radicale, une indication qui est assez connue en urologie, 7 patients sur 10 sont traités avec l'aide de notre système robotique. Mais on voit aussi le développement dans d'autres spécialités comme la chirurgie digestive, la chirurgie gynéco, la chirurgie thoracique et l'oral. Très bien, merci beaucoup. Docteur Combe, j'ai cette deuxième question qui est pour vous. Donc, vous avez récemment annoncé votre nouvelle collaboration avec Intuitive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi et l'ambition de Elsan? Alors déjà, il faut placer Elsan dans un certain contexte. On a une activité de cancérologie très importante. On est le deuxième acteur de cancérologie en France. Michel parlait de la prostatectomie, chirurgie robotisée. La prostatectomie, c'est un patient sur 5 qui est opéré dans un établissement Elsan. Donc c'est un enjeu important. On opère 55 000 patients du cancer. Donc pour nous, c'était déjà ce point-là d'attractivité de l'urologie cancérologique. Donc un enjeu très fort
d'accès technologique, un enjeu de qualité médicale et d'attractivité et de rétention des médecins et des équipes soignantes dans le territoire. Du coup, fort de ces constats, d'avoir une activité de cancérologie très élevée, d'avoir une activité d'urologie importante, on a souhaité, dans le cadre de notre projet médical, avoir une déclinaison robotique de ce projet médical qui se fait en 3 piliers assez simples. Le premier, c'est bien évidemment équiper l'ensemble du territoire. Le deuxième, c'est bien évidemment la qualité, la mesure et l'évaluation de nos actes et la recherche clinique. Et puis le troisième, c'est effectivement créer ou co-créer des solutions innovantes. Donc là, donner accès à la robotique, on l'a vu, c'est 24 robots sur l'ensemble du territoire. Ça sera 29 robots à destinée multidisciplinaire chirurgie molle, comme le dit Michel. Donc sur l'ensemble du territoire, donc 29 robots à l'horizon 2026. Quand on dit aussi qualité, ça veut dire être en capacité de suivre et d'évoluer nos pratiques au travers d'une amélioration continue et aussi au travers de projets de recherche clinique qui vont montrer l'efficience, la pertinence de cette chirurgie robotique. Et vous allez voir plus tard sur notre table ronde ce qu'on fait en termes de recherche. Et puis pour faire tout cela, en fait, il faut bien évidemment avoir des projets médicaux d'établissement. C'est avant tout un outil au service d'un projet médical établissement. Donc une politique d'évaluation, une dynamique multispécialité, avec bien entendu l'urologie. Pour vous dire un exemple, c'est 87% des prostatectomies robotiques, des prostates, elles sont faites avec un robot dans le groupe. Et l'autre point, c'est de se dire, quand on a une volonté de s'équiper comme ça, on doit s'accompagner, ou en tout cas collaborer avec un acteur reconnu. Et donc c'est bien pour ça qu'on a cette collaboration très forte avec Intuitive, qui va au-delà simplement de déployer des robots, mais avec cette philosophie de mesurer, d'évaluer et de faire de la recherche clinique. Mais enfin, quand on résume tout ça, la robotique, elle est certes au service d'un projet médical, mais avant tout, pour nous qui sommes un acteur de territoire, présent dans 60% des cas dans des villes de taille moyenne, c'est un levier fort de fixation de l'écosystème médical dans le territoire. Donc c'est vraiment un point important. C'est-à-dire que sans cette volonté d'investir et de développer ces projets robotiques, ça serait très difficile de garder, de fédérer des équipes, des soignants sur un territoire. Michel, est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur cette collaboration que vous avez entre Intuitive et Elsan? Oui, avec grand plaisir. Je pense depuis 25 ans, on est vraiment présent sur le marché. Et donc, on est déjà à la 4e génération. Et donc, en tant que société Intuitive, nous, on ne doit plus réfléchir, est-ce que cette machine, est-ce que ça fonctionne, oui ou non. On réfléchit plutôt sur comment est-ce qu'on peut accompagner les clients pour le développement de la chirurgie robotique. Et donc, la collaboration avec Elsan, c'est construit sur 3 piliers. En fait, c'est bien sûr l'accompagnement dans cette transition d'autres spécialités. L'urologie, c'est déjà fait, mais dans d'autres spécialités, on fait ensemble cette transition et on accompagne Elsan dans cette transition. Deuxième pilier, c'est aussi la formation, parce que nous, on concentre vraiment nos efforts sur la formation. Pour nous, c'est vraiment primordial. Et troisième axe, c'est en fait le partage des bonnes pratiques et par exemple des benchmarks approfondis sur base de tous les datas qu'on a. Et donc, on travaille en fait ensemble sur l'optimisation de ces programmes. Très bien, merci beaucoup. Concrètement, Dr Barabino, quels sont les bénéfices attendus et en particulier pour votre spécialité et comment cela se déploie-t-il dans votre établissement à Saint-Priest-en-Jarez? Oui. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation, Elsan. Alors, effectivement, nous avons intégré le robot dans notre établissement. Moi, je suis un chirurgien digestif qui s'occupe aussi de la cancérologie, de l'oncologie lourde. Donc, on peut utiliser le robot pour faire de façon que le patient soit moins impacté par la chirurgie, avec une récupération plus rapide, moins de douleurs post-opératoires et un suivi meilleur pour le patient. Donc, on va améliorer le parcours du patient, comme elle a dit Myriam. Pour nous, la robotique, c'est un élément de l'innovation avec le patient au centre de cette innovation. Alors, est-ce que
vous pouvez nous dire un mot sur les clés du succès de ce robot? Alors, effectivement, on a enlevé des freins, comme il a dit M. Proto. En quelle façon? En intégrant un projet de la robotique au sein de l'établissement, avec tous les intervenants qui participent pour la réussite à partir de, effectivement, le chirurgien. Plusieurs spécialités. On a travaillé avec les urologues, on a travaillé avec la direction, avec les anesthésistes, avec l'équipe paramédicale, qui nous a permis de créer une dynamique de groupe pour enlever tous les freins et démarrer cette activité. Sous le fond, effectivement, cette vidéo, c'est notre première chirurgie pratiquée avec le robot Da Vinci. Et on voit que tous les intervenants au sein du bloc opératoire, ils sont autour du patient pour le bénéfice du patient. Très bien, merci beaucoup, Dr Barabino. Michel, peut-être un mot sur les clés du succès. Clé du succès, on commence avec le résultat qu'on essaye d'obtenir. Donc, on a beaucoup de discussions avec les chirurgiens en premier, mais aussi les directions des hôpitaux ou des cliniques. En fait, on dit, voilà, c'est quoi les objectifs stratégiques, et après, on travaille ensemble avec un plan d'action. Et donc, les clés de réussite, en fait, c'est de parler ensemble. Ça semble simple, mais parfois, si on n'exprime pas qu'est-ce qu'on veut vraiment obtenir, on n'obtient pas le même résultat. Donc, je pense qu'un des points principaux, c'est de vraiment avoir cet alignement continu et de parfois aussi adapter sur base des objectifs stratégiques. Très bien. Docteur Combe, aussi quelque chose à ajouter sur la clé du succès? La clé du succès, Gabriel l'a dit, c'est un projet d'établissement qui est porté donc par l'équipe médicale, mais aussi qui englobe l'ensemble des soignants. Parce qu'on voit bien autour d'un robot, c'est multidisciplinaire. Il n'y a pas que le chirurgien, il y a toute l'équipe. Donc, un projet d'établissement, un engagement de l'ensemble des équipes et une collaboration avec, à mon sens, un industriel pour pouvoir aussi développer, plus que le projet, aussi des modalités d'évaluation et des modalités d'évaluation des pratiques et de la recherche clinique. Merci beaucoup. On va prendre des questions du public, si vous voulez bien y répondre. Donc des questions en présentiel ou vous qui êtes à distance. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vois qu'il y en a une au fond de la salle. Peut-être, oui, juste un petit micro. Voilà. Et donc, on va pouvoir répondre à votre question. Bonjour, Alexandre Diazigi de la société Résilience et chirurgien digestif. Et du coup, je suis curieux, la question est pour mon collègue. Quelles interventions vous faites en viscéral? Parce que l'usage en urologie, on le voit très bien. Et en viscéral, quel est votre retour d'expérience, et notamment en cancérologie? Oui, merci pour la question. On pratique tout type de chirurgie digestive oncologique, toutes les résections du côlon, de l'intestin, de l'estomac, résection pancréatique et hépatique. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'intérêt pour le patient, toujours dans les suites post-opératoires, pour le chirurgien aussi, parce qu'effectivement, on est moins fatigué à travailler sur la console du robot. Et l'autre intérêt qu'on est en train de développer avec Thierry Piéchaud et Myriam Combe, un travail de recherche clinique aussi pour développer sur le terrain des nouvelles technologies et des nouvelles techniques chirurgicales associées. Merci beaucoup, Dr Barabino. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle ou à distance? Pas d'autres questions? Eh ben, je vous propose d'applaudir bien fort. Merci à vous, Dr Gabriele Barabino, Michel Nils et Dr Myriam Combe. Alors, place à la troisième table ronde et au deuxième retour d'expérience sur développer des filières d'excellence médicale et technologique en s'appuyant sur des partenariats publics-privés. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Pierre Guégan, directeur général CENI, filiale radiothérapie et médecine nucléaire de chez Elsan, professeur Rachida Leptaï, médecin nucléaire à l'hôpital Beaujon, et docteur Jérôme Slama, médecin nucléaire au TEP Paris-Nord d'Elsan. J'ai également le plaisir d'accueillir le docteur François Nataf, neurochirurgien à l'hôpital Lariboisière
et le docteur Nathaniel Scher, radiothérapeute à l'Institut de radiothérapie Atman du groupe Elsan. Alors, je vous propose de bien vous installer. On a les caméras qui sont juste en face. Donc, prenez bien place. Première question, c'est pour vous, Pierre. On va parler d'imagerie nucléaire, radiothérapie et radiochirurgie. Pouvez-vous nous expliquer la place d'Elsan et de l'innovation sur ces activités? Et on va voir aussi une carte à l'écran. Oui, bonsoir à toutes et tous. On va parler effectivement d'innovation. On va aussi et surtout parler de partenariat autour de deux activités que sont la médecine nucléaire et la radiothérapie. Deux activités sur lesquelles le groupe Elsan est et souhaite se positionner assez fortement. Elles sont partie intégrante évidemment de nos parcours de soins et singulièrement de nos parcours de soins en cancérologie. Voilà, Elsan aujourd'hui en radiothérapie, pour ne citer que quelques exemples, avec 7 centres sur le territoire national et ses 14 000 traitements, est le premier opérateur privé en radiothérapie. Alors on va parler d'innovation technologique, on va parler de progrès scientifique et on va aussi parler de coûts d'investissement. Ces activités, elles sont fortement marquées par ces différentes notions. Le bénéfice patient est assurément au rendez-vous, mais le coût des machines ne cesse d'augmenter et est extrêmement important. De fait, en tendance de fond, on a notamment sur le plan scientifique une grosse avancée en phase en médecine nucléaire sur le développement de la médecine nucléaire thérapeutique. Et puis en radiothérapie, on a, vous le savez, l'objectif c'est toujours de cibler le plus possible et le mieux possible la zone à traiter. Et donc aujourd'hui, avec les nouvelles machines, et on y reviendra, on arrive à traiter des zones extrêmement précises de l'ordre de l'inframillimétrique, ce qui permet plutôt aux médecins, parce que moi ça ne me permet pas grand-chose, mais de réduire le nombre de fractions. Et on voit bien là tout l'intérêt évidemment immédiat pour le patient. Au rapport et au décours de ce rapport coût d'investissement et bénéfice patient, finalement tout ça nous incite, nous les autres, à faire ensemble et à faire avec d'autres. Voilà. Et en particulier, pour ce qui nous concerne ce soir, ce sera le cas de nos retours d'expérience avec nos collègues du secteur public, puisque vous avez devant vous, et on y reviendra, des équipes de médecins libéraux et aussi leurs collègues du secteur public. Voilà, on tient à le signaler parce que c'est relativement rare, donc c'est un chouette moment aussi de ce point de vue-là. 2 témoignages donc forts. Un premier autour d'un partenariat historique qu'on a depuis 10 ans avec le service de médecine nucléaire des hôpitaux Beaujon et Bichat. Et puis un deuxième autour d'un équipement de pointe. Les médecins y reviendront, mais un appareil de pointe en radiothérapie qui s'appelle le Zapix, qui sera d'ici quelques jours maintenant le 2e Zapix de France et le premier Zapix de France sur lequel interviendront en même temps, pas sur la même séquence de traitement, mais en tous les cas sur le même équipement, des radiothérapeutes, des neurochirurgiens du secteur privé et du secteur public. Voilà, mais Julie, je crois que ce soir, on a un anniversaire à souhaiter. Exactement, et ravi d'être avec vous, professeur Leptaï et docteur Slama. Il semble en effet qu'on ait un très bon anniversaire à vous souhaiter, car en ce mois d'avril, vous fêtez le 10e anniversaire du GCS-BIM, donc Groupement de coopération sanitaire Beaujon Imagerie Moléculaire, qui est la structure qui porte le partenariat entre la PHP et Elsan sur l'imagerie nucléaire et dont vous êtes à l'origine. Donc ma première question est pour vous, professeur. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où et de quel problème est partie l'idée de cette association, pardon? Alors, au tout début, c'était le besoin d'avoir dans le service de médecine nucléaire de Beaujon un TEP, parce qu'il y avait des gamma-caméras conventionnelles, mais pas de TEP. Et le TEP, c'était un développement technologique pour la prise en charge des patients, pour les correspondants que nous avions. Et du coup, l'idée nous est venue de faire un partenariat
public-privé pour essayer d'aller plus vite dans l'installation de ce TEP et de façon à prendre en charge au mieux les patients qui nous étaient adressés et qui pouvaient bénéficier des mêmes avancées technologiques que dans les autres services. Et donc, ça fait 10 ans, effectivement, maintenant, que le service est ouvert avec un partenariat APHP et du groupe Elsan, partage des journées avec des médecins libéraux, donc Jérôme Slama qui est ici, et puis des manips qui travaillent et des secrétaires qui travaillent dans le même local, c'est dans le même service que le TEP a été installé. Ça fait 10 ans que nous fonctionnons ensemble et en se côtoyant avec des protocoles qui sont exactement les mêmes sur les deux équipes, et je pense que Jérôme pourra en parler aussi et puis dire un peu son expérience dans ce site. Très bonne transition. Docteur Slama, la question est pour vous. Comment s'est passé pour vous le début de ce partenariat? Alors, merci pour l'invitation. Ça s'est fait finalement assez naturellement. J'étais ancien chef de clinique et PH à cheval sur l'hôpital Bichat et l'hôpital Beaujon. Donc je connaissais déjà Rachid Alebtaï et l'équipe de médecine nucléaire en place. Et quand on a appris qu'il allait y avoir un partenariat inédit privé-public, c'est tout naturellement que j'ai voulu me positionner. Donc je suis allé voir Rachid Alebtaï, je lui ai demandé qui je devais aller voir. Elle m'a orienté sur le directeur de l'époque, Émile Guinet, qui après un entretien m'a fait confiance. Il m'a donné 2 missions. La première, c'était d'assurer les vacations de TEPSCAN sur la partie privée. Et la deuxième, c'était étoffer le recrutement, augmenter le recrutement, c'est-à-dire développer des filières, aller chercher des médecins, des prescripteurs. Alors, c'était une création d'activité, donc c'était pas facile au début, mais on a eu la tâche un peu facilitée par le groupe de radiothérapeutes Hartmann, qui était déjà un partenaire du groupe Elsan, qui nous a aidés, qui nous a adressé ses patients et qui nous a fait confiance. Voilà comment c'est né. Très bien, merci beaucoup. Et après 10 ans, le partenariat dépasse le cadre du seul TEP à Beaujon. Peut-être, professeur Alebtaï, est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus? Oui, l'expérience a été réussie et du coup, ça a donné lieu au développement d'un partenariat dans le cadre du même GCS BIM à l'IRM, qui est donc aussi à l'hôpital Beaujon pour le service de radiologie, une IRM partagée également entre le partenaire APHP et le partenaire d'Elsan, et puis aussi en scintigraphie à l'hôpital Bichat. Et je laisse Jérôme prendre la parole parce qu'il y participe aussi. Oui, alors peut-être un mot dessus, docteur Slama. Oui, alors fort du succès de la première collaboration, on a utilisé les mêmes équipes pour développer assurer la cardiologie nucléaire à l'hôpital Bichat, qui était un service référent en cardiologie nucléaire, qui avait les mêmes problématiques. Donc on a développé la cardiologie nucléaire avec l'équipe de médecine nucléaire de l'hôpital Bichat. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Et coïncidence ou pas, mais ce mois du 10e anniversaire du GCS BIM est également la naissance d'un nouveau partenariat entre Elsan et la PHP en radiochirurgie. Et donc j'ai le plaisir d'être à cette table avec le docteur Nataf. Vous êtes neurochirurgien à la PHP Lariboisière et le docteur Cher également. Vous êtes radiothérapeute à l'Institut Hartmann chez Elsan. On va regarder ensemble une vidéo du ZAPIX dont on parle depuis le début de cette soirée. Et après, on vous posera nos questions.
Une très belle vidéo. Et ma première question est pour vous, docteur Nataf. Expliquez-nous qu'est-ce que la radiochirurgie, de radiothérapie ou de chirurgie, et pour quels patients? Alors, effectivement, c'est une machine qui produit des rayons, mais ce n'est pas la radiothérapie. Parce que la radiothérapie, c'est une technique qui fait la différence entre les tissus sains et les tissus malades. On va dire, on va prendre l'exemple d'une tumeur. On irradie la tumeur, un tout petit peu de tissu sain. Et alors, puis, comme il y a beaucoup... Désolé de vous dire, est-ce que vous pouvez mettre le micro juste là? Oui, s'il vous plaît. Et donc on irradie la tumeur qu'on va traiter et une petite partie de tissu sain qui est autour. Et en fait, l'effet de la radiothérapie se fait sur de très nombreuses séances. À chaque séance, le tissu malade se répare beaucoup moins bien que les tissus sains. C'est là-dessus qu'on joue justement pour des traitements assez prolongés. La radiochirurgie, c'est pas du tout ça. C'est un traitement qui se fait en gros en une séance. Donc on ne peut plus utiliser cet effet différent entre les tissus sains et les tissus malades. On tape extrêmement fort, mais on compense cette différence de sensibilité des rayons par la précision. Et donc c'est une machine de très haute précision qui permet de traiter des cibles n'importe où dans le cerveau, plutôt de petits volumes. Et en gros, l'utilisation de cette technique, c'est principalement sur 3 domaines. C'est les tumeurs, que ce soit bénignes, malignes, des lésions vasculaires, comme ce qu'on appelait avant des angios ou des malformations artério-veineuses. Et puis également, il y a quelques cibles où on va traiter une zone du cerveau qui est malade, mais qui n'est pas une tumeur, qui n'est pas une anomalie, mais simplement elle ne fonctionne pas bien. Et ça permet de traiter certaines anomalies fonctionnelles, comme certaines épilepsies, comme certaines douleurs, ce qu'on appelle des névralgies faciales. Et donc ce traitement permet, avec en plus cette machine qui est une machine assez particulière et qui permet de gagner en précision. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais de par sa conception, elle permet de se rapprocher beaucoup plus qu'on ne pouvait le faire avant sur des zones à risque, en tout cas pour les rayons. Mais la radiochirurgie, ça n'est pas de la radiothérapie, c'est vraiment une très forte dose, mais hyper précise, en très peu de séances. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui que débute la collaboration avec les radiothérapeutes d'Hartmann. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse du projet? Alors effectivement, les aventures médicales qui fonctionnent sont des aventures humaines. Et avant de travailler avec Hartmann, on avait commencé la radiochirurgie en France avec l'équipe de Tenon pendant 30 ans. Et puis les choses se sont faites avec une évolution qui s'est faite par un partenariat avec Hartmann. On travaille depuis à peu près 10 ans avec l'équipe de Hartmann. On se connaît bien, on connaît nos fonctionnements réciproques. Et donc d'une part l'aventure humaine, deuxièmement la cohérence du projet, hein, c'est vraiment ça ce qui compte. Il y avait une vraie raison d'utiliser cette machine. L'idée c'était de prolonger un geste chirurgical qui était précis, avec la même précision, mais sur une machine. Et donc d'où le choix de cette machine qui est de dernière génération, qui permet à peu près arriver à faire la même chose qu'un jet chirurgical. Et certaines fois le jet chirurgical est trop dangereux pour qu'il soit fait, donc les rayons prennent le relais. Merci beaucoup, docteur Nataf. Docteur Cher, prochaine question est pour vous. Et en quoi le ZAPIX est un équipement particulièrement innovant? Alors, mes collègues précédemment ont très bien décrit ce que c'était l'innovation. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais pourquoi le ZAPIX, c'est une innovation? Et d'ailleurs, je trouve que c'est un exemple parfait et je trouve que c'est bien de le présenter ce soir. Parce que déjà, est-ce qu'on a vraiment besoin du ZAPIX? Alors oui, on a besoin du ZAPIX parce qu'on a besoin d'améliorer la radiothérapie au niveau de l'encéphale. La radiothérapie au niveau de l'encéphale, les besoins sont croissants puisque aujourd'hui, il y a un patient sur 3 qui va être traité pour une métastase cérébrale et donc on en a davantage besoin et on a besoin de faire mieux. Alors pourquoi le ZAPIX fait mieux? Parce que le ZAPIX, c'est la première machine auto-blindée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'installer dans un bunker, donc elle est installable de manière plus facile, qu'elle est extrêmement précise, autant voire plus que les systèmes déjà existants, qu'elle permet des séances courtes et un nombre minimum de fractions. Donc vous l'aurez compris, c'est des besoins qui sont très importants et qui vont être comblés par cette machine. Alors après, pourquoi on a collaboré effectivement avec l'équipe de Lariboisière? Ça s'est fait effectivement naturellement. L'équipe de Lariboisière, tu ne l'as pas dit parce que tu es modeste, mais c'est une des premières équipes de neurochirurgie au monde, notamment sur la chirurgie de la base du crâne, sur des localisations très complexes. Et donc avoir des traitements chirurgicaux très précis, quand ce n'est pas possible de faire une chirurgie complète,
la radiothérapie intervient à ce niveau-là. Et pourquoi collaborer avec nous, l'Institut Hartmann? Parce que c'est le premier centre de traitement en termes de radiothérapie stéréotaxique, de radiochirurgie, tout type de localisation en France. Et en termes de localisation cérébrale, on a une énorme activité, on développe notre expérience et notre expertise déjà depuis longtemps avec Lariboisière. Et donc l'idée, c'est d'installer dans un hôpital public une machine pour collaborer, pour installer davantage cette collaboration et pour apporter un service rendu aux patients qui est plus important par rapport à ce qui existe aujourd'hui en France. Donc ça, c'était un point important à soulever. Et sur l'expertise technique, l'expertise du chirurgien et du radiothérapeute, elle est très importante sur des localisations complexes, avec une anatomie très particulière. Et donc travailler ensemble tous les jours main dans la main, c'est extrêmement important pour rendre service à nos patients sur des maladies compliquées, localisées au niveau de l'encéphale, que ce soit bénin ou malin, ou même des tumeurs fonctionnelles comme tu as cité. Et donc c'est l'ensemble de ces paramètres qui font du ZAPIX une innovation importante aujourd'hui en France. Merci beaucoup, docteur Cher. Docteur Nataf, je vous redonne la parole. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler plus concrètement du partenariat que vous avez? Oui, alors ce qui s'est passé, c'est bon, le point de départ, comme tu disais Nathaniel, le point de départ de ce projet, c'est le cerveau de M. Frolich, qui est le neurochirurgien chef de service à Lariboisière. Il y a un historique de chirurgie de la base du crâne à Lariboisière. Et donc il a souhaité que le prolongement naturel de son geste soit fait par des rayons extrêmement précis. Donc ce qui s'est passé, c'est que évidemment quand il y a un projet comme ça, on discute avec son hôpital, puis après ça remonte sur le siège de la PHP, puisque Lariboisière est de la PHP, et la PHP a dit ouais, c'est intéressant, mais on souhaiterait que vous ayez un partenaire. Et très naturellement, on s'est tourné vers le partenaire qu'on connaît le mieux depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire Hartmann, et puis les choses sont faites comme ça. Mais il y a une complémentarité parce que à Lariboisière, on fait ce que l'on sait faire, c'est-à-dire qu'on connaît un peu l'anatomie, on connaît les tumeurs, donc on sait faire le dessin d'une cible. Par contre, on ne sait pas croiser les rayons. Donc ça, ce sont les physiciens, les radiothérapeutes, et donc c'est notre pendant à Hartmann, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais on a toujours séparé les différents rôles de chacun, parce qu'il y a certaines machines de radiochirurgie où les territoires sont un petit peu plus flous. Bon, nous, on a fonctionné comme ça, et dans ce genre de projet, bon, évidemment, il y a des facteurs favorisants, des facteurs freinants, bon, et puis on a fini par montrer que c'était probablement le bon modèle à utiliser pour la suite. Hein. C'est comme ça qu'on a fonctionné avec Tonon pendant 30 ans, et c'est comme ça qu'on a continué avec Hartmann sur le CyberKnife, puis maintenant sur le ZAPIX. Merci beaucoup, docteur Nataf. Peut-être pour terminer, docteur Cher, au-delà de la prise en charge, comment ce partenariat médical se traduit-il? Il se traduit par une collaboration pratique au quotidien, puisqu'on reçoit des patients, qu'on les voit et qu'on les traite avec l'avis et l'expertise des neurochirurgiens. Et il se traduit aussi en recherche clinique. On en a déjà un petit peu parlé, je crois qu'il y a une session sur ça après. Évaluer ce qu'on fait, savoir si on fait assez bien et savoir ce qu'on peut faire encore mieux, c'est important. Donc on va évaluer de manière prospective avec nos collègues de Saint-Louis, puisqu'on est associé aussi à l'équipe de radiothérapie de Saint-Louis et les équipes de neurochirurgie de Lariboisière. On va mettre en place des protocoles de recherche clinique prospective pour mieux comprendre ce qu'on fait et pour voir comment on peut améliorer, sur quels paramètres jouer. Donc c'est une collaboration clinique, une collaboration de recherche. C'est surtout les deux axes qui me semblent importants. Ouais. Merci à tous les deux, et on va conclure avec vous, Pierre, vous qui connaissez les deux partenariats. Quelles sont finalement les difficultés et les clés du succès? Je crois qu'on a tout dit. Si on y arrive, c'est parce qu'on est les meilleurs. Plus sérieusement, non, je crois qu'il n'y a pas de recette magique. Il y a peut-être quand même quelques ingrédients incontournables. J'en verrai peut-être 4. Vous me direz s'il en manque. Je pense qu'au départ, c'est le projet qui compte. Le projet, et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, le projet médical, forcément. Il faut qu'il soit cohérent, il faut qu'il soit économiquement viable, autorisable, si possible. Voilà, c'est le premier élément, et qu'il apporte évidemment un bénéfice pour le patient.
Voilà, ça on y est, et je pense que la présence des médecins ce soir sur ce plateau le témoigne aisément. Le projet médical, il est en place. Deuxième élément, c'est le temps de la rencontre, parce que, en fait, vous le voyez bien, ces projets, ils sont intimement incarnés. En fait, ils ne le disent pas, mais ce sont des locomotives. Voilà, le truc, c'est que derrière, après, il y a les wagons, et ça devient ensuite un peu plus complexe, pas forcément compliqué, mais complexe, parce qu'évidemment, il faut mettre dans la roue les institutions qui peuvent avoir des logiques propres, parfois antagonistes. Voilà, donc il faut faire avec, associer toutes les compétences et l'expertise nécessaires, puisque c'est un projet de longue haleine, donc il faut y mettre un peu de juridique, un peu de RH, un peu de com. Voilà, donc il faut animer tout ça. Ça prend du temps, de l'énergie, donc il faut de l'engagement. Ça, c'est un truc un peu essentiel quand même. Et puis ensuite, il y a le temps de la construction. Donc la capacité à faire. Et puis le dernier élément, je pense que c'est la notion de temps et la notion de durabilité. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est bon de signaler ce soir aussi devant tout le monde que les hôpitaux publics peuvent aussi être agiles, ouverts à leur environnement. Et ça positionne aussi Elsan pas comme un acteur financier, mais bien comme un opérateur de santé soutenu par des financiers. Voilà, c'est un peu différent. Voilà, je finirai par évidemment vous remercier tous individuellement pour avoir accepté l'invitation de ce soir, être présent, et en particulier nos collègues du public. Voilà, parce que c'est pas forcément une démarche si simple que ça. Et pour nous, c'est je crois le meilleur signe de la confiance que vous nous accordez dans le cadre de notre collaboration. Voilà, grand merci. Merci à tous les 5. Alors on va prendre quelques questions. Alors des questions donc soit ici dans la salle ou soit à distance. Vous pouvez vous poser toutes vos questions dans le chat. N'hésitez pas. Alors est-ce qu'il y a des questions? Tout à fait. Merci beaucoup. Thierry Pichot, je m'occupe de recherche clinique et de robotique en urologie. Je suis impressionné par le niveau de votre présentation. J'ai une question, c'est où est la robotisation? Alors finalement, quand on utilise une technique de ciblage, est-ce que finalement, un jour, on va laisser la main à un robot pour guider la mini-cible à ce qui sont le travail des physiciens et des ordinateurs, et qu'on va définir une limite de zone, on va appuyer sur un bouton et le robot va amener le faisceau thérapeutique au bon endroit? Ou est-ce qu'on n'y est pas encore, ou est-ce qu'on y est déjà peut-être? Je ne suis pas pour. Mais oui, enfin bon, pour le cerveau, c'est un petit peu. Pour le cerveau, pour le cerveau, c'est un petit peu particulier. Bon, c'est sûr que la tendance en radiothérapie, je dis bien radiothérapie, c'est d'essayer d'avoir des systèmes le plus possible automatisés qui dessinent assez rapidement les contourages des tumeurs à traiter. Le problème, c'est qu'il faut être capable de débrayer le système et de prendre la main. Et de moins en moins, on peut prendre la main. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Alors, la robotisation, le Zapix, c'est une machine qui est le descendant d'une autre machine qui s'appelle le CyberKnife, qui a été inventée par un neurochirurgien, où il a réussi l'exploit de miniaturiser un accélérateur linéaire, de le mettre sur un bras robotisé, de machine-outil, et le bras va se mettre un peu dans n'importe quelle position pour produire des faisceaux. Sauf que quand M. Adler, qui est neurochirurgien, a inventé cette machine, on lui a dit finalement ton système est assez génial, est-ce que tu ne peux pas l'utiliser pour d'autres organes? Et donc il a mis au point un système de contrôle de la position en permanence du patient. Et si jamais le patient ne bouge pas, le faisceau, tout ce qui est programmé se fait. Si le patient bouge un petit peu trop, le faisceau s'arrête, se repositionne et repart. Bon, c'était une idée géniale. Et donc on a pu traiter de tous les organes, des foies, des reins, des prostates, etc. Sauf que Adler, il considérait que sa machine était imparfaite. Et il a voulu compenser ses défauts. Il reste neurochirurgien, donc il a voulu compenser les défauts, enfin, ce qu'il appelait et ce qu'il considérait comme des défauts, pour faire une machine dédiée à son corps de métier, c'est-à-dire la tête.
Et donc, l'évolution naturelle du cybernatte, c'est de l'ESAPIX qui traite tête et cou, ça s'arrête au cou, hein, les premières vertèbres cervicales, mais il y a toujours ce système de contrôle en permanence de la position de la tête et de ce système justement qui permet... Et à partir du moment où on peut contrôler les positions de la tête, on n'a plus besoin de fixer la tête très solidement comme on le faisait dans les débuts de la radiochirurgie. On mettait un cadre, c'était un peu sévère, on fixait la tête par un cadre qui était fixé sur l'os du crâne. Bon, lui, il a évolué avec des masques. Alors, le cadre, on considère que ça ne bouge pas, ce qui n'est pas complètement vrai. Le masque, on sait que ça bouge. Il y a une élasticité de la peau, des muscles, etc. Donc, comme la machine sait que ça bouge, il doit en permanence regarder, contrôler en fait la position. Donc, la robotisation, elle est plus là. Alors après, dans le ZAPIX, le dernier élément mécanique, c'est qu'il y a un système gyroscopique où il y a des arceaux, l'accélérateur linéaire est fixé sur un arceau qui peut bouger dans n'importe quelle position. Quand vous avez un gyroscope qui tourne, vous voyez qu'il peut se mettre à peu près dans n'importe quelle position. C'est le même principe. Et donc, on peut créer des faisceaux à 360 degrés, quel que soit l'endroit où on est, on peut créer un faisceau qui va les traiter. Donc, c'est plus dans cette partie-là que c'est intéressant, mais sur la partie logicielle de contourage automatique sans contrôle, je suis un tout petit peu plus réservé. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question ici ou à distance, Dorothée? Moi, j'en avais une. Je voulais savoir comment le patient y percevait ces machines de technologie et peut-être aussi la collaboration publique-privée. C'est quoi sa vision, peut-être à tous les quatre? Professeur Lapteille, allez-y. Moi, j'ai l'impression que les patients, ils sont juste très contents quand ils sont pris en charge et ils sont aussi contents quand ils sont pris en charge au sein d'une structure mixte avec un partenariat privé-public. Et voilà, je n'ai pas vu la différence et c'est surtout l'engagement qu'on a pour les prendre en charge, pour les accueillir au mieux. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Jérôme, ton avis? Merci. Oui, peut-être quelqu'un d'autre veut répondre. Juste en ce qui concerne le ZAPIX, le patient va être plutôt content puisque c'est un système qui n'est pas invasif, comme l'a dit François, qui est efficace, qui limite les effets secondaires, donc le service rendu va être meilleur. Et après, quand on s'intéresse à l'expérience patient, on a fait des analyses qualitatives et on en fera aussi pour le ZAPIX. La peur, le ressenti, la qualité de vie du patient lié au traitement, il va très probablement être aussi amélioré. Donc le patient vit bien ces innovations. Merci beaucoup à tous les 5. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Vous pouvez applaudir Pierre Guégan, professeur Rachida Leptaï, docteur Jérôme Slama, docteur François Nataf et docteur Nathaniel Cher. Et donc place à la dernière table ronde et au dernier retour d'expérience sur mesurer l'impact des innovations pour améliorer les pratiques, la recherche clinique. J'ai le plaisir d'accueillir Dr Piéchaud, chirurgien urologue, directeur scientifique de la cellule de recherche clinique de Nouvelle-Aquitaine chez Elsan, Valérie Milul, directrice de la recherche clinique chez Elsan, et Marie Degnaud, directrice adjointe développement et partenariat, direction des data chez Unicancer. Merci d'être avec nous ce soir. Ma première question est pour vous, Valérie. Comment un groupe comme Elsan peut-il contribuer à répondre à l'amélioration des pratiques sur des données de vie réelle et en particulier sur les dispositifs médicaux? Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Les données de vie réelle sont vraiment extrêmement essentielles dans l'évaluation des pratiques, dans leur recueil et dans leur mode de recueil et dans leur utilisation. Vous savez que dernièrement, déjà depuis quelques années, en mai 2021, il y a eu un renforcement du dispositif réglementaire encadrant les essais cliniques des dispositifs médicaux dans le cadre du règlement européen. Et aujourd'hui, pour maintenir un marquage CE dans une même destination, l'industriel a besoin d'accumuler un certain nombre de données de vie réelle pour attester de l'innocuité et de l'efficacité de son DM dans l'utilisation initiale qui correspond à son marquage CE. Donc c'est extrêmement important. Elsan évalue ces dispositifs médicaux également dans le cadre de recueil de vie réelle
pour notamment maîtriser certaines complications post-opératoires. Donc de nombreuses études sont faites autour du recueil de vie réelle dans l'amélioration et l'évaluation des pratiques dans le cadre d'essais avec des dispositifs médicaux, notamment dans les robots chirurgicaux. Et les données de vie réelle ne sont pas, si on va au-delà du dispositif médical, en fait, on se rend compte que dans les systèmes d'information, dans les dossiers médicalement des patients, dans les dossiers des patients informatisés, eh bien, en fait, il y a une manne de données à réutiliser dans le cadre de projets de recherche, à réutiliser dans le cadre de pilotage d'activités d'établissement et également dans l'amélioration d'un parcours de soins. En fait, c'est un peu la recherche clinique de demain, c'est-à-dire réutiliser les données du soin. Donc la meilleure façon de le faire aujourd'hui, c'est de mettre en place un entrepôt de données de santé, parce que cette réutilisation sera faite de manière sécurisée, avec l'accord du patient et avec un ciblage au niveau des objectifs de recherche bien déterminés. D'ailleurs, Elsan a déjà entrepris ce virage puisqu'il s'est engagé à mettre en place, et il a mis en place un entrepôt de données de santé sous la direction de la directrice du département du développement d'Elsan. Donc on est déjà engagé sur cette recherche hospitalière de demain. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire parler les données du soin. C'est vraiment une manne et un enrichissement des connaissances médicales qui ne peuvent plus en fait dormir dans les systèmes d'information. Voilà un peu pour les données de vie réelle. Et si vous me permettez, je veux bien aussi parler d'innovation dans le cadre d'Elsan. Bien sûr. Par rapport à la structuration, en fait. La structuration de la recherche clinique chez Elsan, elle est très particulière parce qu'en fait, elle épouse le maillage territorial des établissements de soins. Et Elsan a mis en place la création de cellules de recherche territoriale. Donc on a une carte qui s'affiche sur vos écrans. Voilà. Donc on voit qu'il y a des cellules. Alors une cellule de recherche inclut plusieurs établissements de soins avec un dispositif de ressources humaines dédié à la recherche, experte en recherche, notamment un technicien de recherche clinique. Donc un technicien de recherche clinique par établissement au sein d'une cellule et un arc coordonnateur qui va coordonner les recherches au sein des établissements d'Elsan. Donc ça, c'est vraiment une organisation territoriale qui est assez, je trouve, du coup, innovante dans l'organisation de la recherche clinique. Ensuite, donc on a des cellules mûres, donc les oranges, et des cellules moins mûres qui sont en cours de construction, les bleus. Et ces 11 cellules territoriales en cours de maturité, en fait, ont pu montrer leur efficience. Donc, aujourd'hui, le groupe Elsan finance une centaine d'études cliniques à promotion interne, dont la moitié est de nature interventionnelle. Sont financées, donc, ces recherches par des campagnes d'appel à projets. Et en termes de promotion externe, c'est-à-dire qu'Elsan aussi collabore dans le cadre de partenariats industriels, aussi à évaluer les pratiques et à évaluer l'innocuité et la safety des dispositifs ou de médicaments ou de stratégies. Donc à une vingtaine d'études en promotion externe avec des partenaires industriels, académiques, institutionnels. Voilà, je trouve que c'était des chiffres clés peut-être à mentionner. Et voilà, plus de 1000 publications scientifiques pour 2024. Très bien, merci beaucoup Valérie. Ma prochaine question est pour vous, docteur Piéchaud. Vous êtes directeur scientifique de la cellule de recherche clinique de Nouvelle-Aquitaine. Pouvez-vous me dire concrètement comment sur le terrain vous contribuez à cette mesure d'impact ? Oui, vous m'entendez là ? Oui. Alors, tenez, celui-là qui est vert. Voilà, allez-y. Très bien, oui, merci beaucoup. La présentation a été faite par Valérie, notre directrice de la recherche. Donc moi, je m'occupe de la cellule territoriale Nouvelle-Aquitaine. Mais au-delà de ça, on a essayé assez rapidement de traverser les frontières des cellules territoriales pour s'intéresser finalement à la philosophie de la recherche au niveau du groupe lui-même. Parce qu'en fait, le rôle de la recherche, et si on relie la recherche à l'innovation,
À un moment donné, il va falloir savoir si l'innovation, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, parce qu'on peut avoir des projets d'innovation qui sont géniaux et qui ne donnent aucun avantage ou aucune valeur ajoutée au parcours du patient, voire même qui peuvent être délétères. Et c'est là où se placent les programmes de recherche clinique qui accompagnent l'innovation. Et donc, j'aime beaucoup reprendre, et si je peux me permettre d'oser faire ça, relier, comme Sébastien Proto l'a dit dans son introduction, innovation en recherche, c'est indissociable. Il n'y aura pas d'innovation si on n'a pas de validation par la recherche, et l'inverse n'est pas possible. Et donc, si on reprend, par exemple, les deux sujets sur lesquels on m'a demandé d'intervenir, qui sont les études de recherche clinique de promotion interne qui accompagnent le développement de la robotique au niveau du groupe, et le groupe fait une évolution robotique qui est majeure en France, puis ça va être le premier groupe privé de robotique interventionnelle. Et donc, on a mis en place des projets d'études prospectives. Je ne vais pas en citer beaucoup, mais j'en cite une qui s'appelle EmuPro, qui est une étude qui va étudier de façon sélective les résultats obtenus pour une intervention de cancer de prostate, qui a été citée par nos intervenants précédents. La prostatectomie radicale, qui est faite effectivement en majorité maintenant par l'assistance robotique et à 99,9% par la technologie intuitive, versus celle qui était faite avant en chirurgie ouverte. Et au milieu, entre ces deux extrêmes, la chirurgie ouverte et de la robotique, il y avait la celloscopie. Et donc, on a lancé un programme prospectif qui a inclus des patients pendant 3 ans, 1500 patients. Et donc là, on va pouvoir montrer si l'une des voies d'abord est inférieure, égale ou supérieure. Et donc là, sincèrement, on va s'intéresser à la valeur ajoutée qu'apporte le robot dans cette chirurgie. Et puis, elle a été citée également, donc on est très heureux de pouvoir en parler, c'est une étude qui s'appelle Fracturia, qui là, c'est l'apport et l'association de l'intelligence artificielle dans le travail du médecin urgentiste, dans le service d'urgence en situation de substitution de fracture d'extrémité osseuse. Et comme tout le monde connaît la vie mais extrêmement stressante, pressante du médecin urgentiste qui n'a jamais assez de temps pour voir ce patient correctement, qui peut douter, qui peut être fatigué, qui peut vite voir une radio et pas être sûr. Et donc, je crois que Myriam a cité éventuellement le chiffre de risque de 17 à 20% de risque d'erreur. Et donc là, c'est un projet vraiment moderne, innovant, et qui est mis à disposition du patient pour être mieux traité en urgence. Alors, si vous demandez comment la recherche assure la mesure de l'impact donné par l'innovation, donc la première réponse, c'est la recherche scientifique et la méthodologie, et les résultats non critiquables grâce à la méthodologie. C'est EmuPro, c'est comparatif, prospectif, par une technique qui est utilisée par le chirurgien qui l'a choisi. Et donc, on verra si on a une valeur ajoutée. La deuxième valeur de la méthodologie de la recherche clinique pour le bien du patient, c'est Fracturia. Est-ce qu'effectivement, on réduit de 17 à 20% le risque de mauvais diagnostic, mauvais traitement, quand le médecin urgentiste ne va plus avoir l'accès à l'intelligence artificielle couplée? Donc ça, c'est le premier niveau. Si on a l'innovation, on doit l'évaluer et on doit voir si effectivement ça a une valeur ajoutée. La deuxième place de la recherche dans l'innovation, c'est l'étude médico-économique. C'est-à-dire que tout ce qui est innovation va coûter cher. Il faut équiper les matériels, il faut acheter les robots. Il n'y a pas de financement qui, pour l'instant, compense le surcoût pour les établissements. Et pourtant, vraisemblablement, on va s'apercevoir que si on fait une étude médico-sociale dite sociétale, c'est-à-dire une étude ancillaire à côté de celle de la valeur scientifique de l'innovation par elle-même, on va s'apercevoir qu'en étant meilleur, en utilisant des instruments qui sont plus précis, mécanisés, automatisés, robotisés, probablement le patient va en bénéficier parce que tout est atraumatique ou mini-traumatique, la durée de séjour va être moins longue, les reprises. Et donc finalement, c'est cette démarche qui va amener les tutelles et les financeurs du système public à se rendre compte que l'effort qui a été fait apporte une valorisation économique pour le système de santé publique. Et donc on espère qu'en apportant cette dimension, on permettra aux tutelles de financer et de tarifer à un niveau normal les coûts. Ça, c'est la deuxième mesure de l'impact. La troisième mesure de l'impact, elle est sur comment le patient va vivre sa prise en charge thérapeutique, sa prise en charge et ses résultats. Ça s'appelle les PROMS et les PREMS. Et donc, c'est des questionnaires maintenant qui sont automatiquement associés au suivi des parcours de patients et qui vont montrer comment, à travers leurs réponses, ils se sont sentis mieux pris en charge, plus sécurisés, plus faciles, moins douloureux, moins traumatisés. Donc ça, c'est la troisième valorisation de la recherche pour l'innovation. Il y en a une dernière. Celle-là, elle est immatérielle, mais on l'a découverte grâce au concept du maillage territorial d'Elsan au sein des établissements et des régions.
On a développé des études multicentriques. Par exemple, l'étude de la prostate dont je vous ai parlé, c'est 29 établissements qui ont inclus des patients, pour 1500 patients. C'est énormément d'établissements. Et là, on a créé une dynamique qui donne une cohésion aux différentes équipes des établissements, de la direction d'établissement, des équipes de soins, des équipes médicales. Et je ne veux même pas le redire, mais je retrouve les termes utilisés par Sébastien Proto. Eh bien oui, on dit aux médecins et aux établissements et à leur direction et à leur cadre de santé, vous faites partie d'un groupe qui est jeune, qui est innovant, qui fait de la recherche et qui fédère tout le monde autour de ça. Et finalement, on a créé autour de la recherche dynamique une espèce de cohésion qu'on retrouve. Et donc, on peut maintenant appeler n'importe quel directeur d'établissement pour lui proposer un projet de recherche. Et il va être plutôt favorable dans les limites de ses possibilités. Donc, la recherche, elle est là et c'est obligatoire. Merci beaucoup, docteur Piéchaud. Marie Dognaud, vous intervenez pour Unicancer. Alors, question pour vous, quels usages pour les données hospitalières? Alors, au sein de Unicancer, nous sommes donc le premier acteur de la prise en charge des patients atteints de cancer en France, également le premier acteur de la recherche. La recherche chez Unicancer est basée sur 2 piliers, la recherche clinique, également la recherche sur les données. Et on le voit aujourd'hui, les ponts sont de plus en plus fréquents entre la recherche clinique et la recherche sur les données de santé en vie réelle. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est véritablement un axe stratégique majeur. Et nous avons évalué que, je dirais que les usages importants sur les données de santé en vie réelle, tout d'abord, et on a parlé d'innovation depuis le début de cet InnoLab, eh bien évidemment, si on n'a pas de données pour évaluer les innovations concrètement pour les patients, pour le système de soins, on a également parlé de médico-économique, eh bien on ne va pas bien loin. Donc la première, je dirais nativement, les données de santé en vie réelle, eh bien servent à évaluer toutes les innovations, que ce soit sur les traitements, on a parlé tout à l'heure de radiothérapie, des différents dispositifs médicaux. Il y a également un point très important, c'est toute la gestion des parcours de soins des patients. Au sein même de l'établissement, on le voit, il y a des demandes de plus en plus fréquentes au sein même des établissements pour améliorer la prise en charge, mais également, on parle d'oncologie, mais pas que, mais les parcours de soins se font à l'intérieur de l'établissement, mais également à l'extérieur de l'établissement. Et là, on a vraiment besoin de données qui parlent entre elles pour pouvoir reconstituer tout le parcours du patient à l'intérieur, à l'extérieur de l'établissement, parce que c'est ça dont on a besoin. C'est également ça dont nos autorités ont besoin pour pouvoir évaluer correctement. Ce que l'on voit également, et quand on échange avec les médecins, c'est qu'ils demandent d'avoir des données de qualité robustes pour les aider à leur décision médicale. Donc j'espère que vous me confirmez bien cette assertion sur le besoin de qualité fiable qui vous aide à votre décision. Également, ce que l'on voit quand on échange avec les différentes parties prenantes, c'est qu'il y a un besoin d'indicateurs, un besoin de benchmark, un besoin de se référer également par rapport aux autres établissements de santé. Donc également, les données de santé vie réelle vont aider à toute la création de ces indicateurs, création d'outils de pilotage. On voit également, ça peut être pour les CAQES où les données de santé en vie réelle sont forcément utiles. Il y a un rapport là, de l'HAS là-dessus et on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Donc Unicancer est dans la promotion de l'utilisation et de la réutilisation de ces données. Il y a également un point qui est important pour nous, mais qui est également pour vous hyper important en tant que professionnel de santé et directeur d'établissement de santé, c'est toute la gestion des ressources humaines. Je ne ferai pas l'article sur les problèmes de recrutement, les problèmes de déserts médicaux, mais également, et on en a parlé tout à l'heure, l'adaptation des pratiques. Et on se dit que si on a des données de santé, des données de santé, mais également des données sur l'activité des établissements, eh bien, c'est des outils de pilotage, également des outils de gestion des ressources humaines. Donc voilà, donc je dirais ces six piliers. Et ce qui est important, et on en a parlé tout à l'heure, c'est que quand on dit que les données, c'est une mine, mais c'est une mine si on arrive à les extraire et qu'on arrive à les faire parler entre elles. Et ça, c'est un vrai chantier. Et du coup, notre objectif, comme derrière, c'est pas si simple que ça. On vante la revalorisation et la réutilisation de ces données de santé. Voilà. Très bien, merci. Beaucoup. Peut-être dernière question concernant Elsan qui a rejoint l'OncoData Hub porté par Unicancer, donc une plateforme de données de santé et de vie réelle sur les médicaments et l'innovation en cancérologie. Est-ce que vous pourriez nous dire comment les bases de données de vie réelle vont venir potentialiser ces mesures d'impact ?
Alors en fait, ODH, c'est le dernier né. En fait, c'est un observatoire du médicament et de l'innovation en oncologie. Donc on va retrouver, pour le qualifier, des adjectifs qu'on a utilisés, que j'ai entendus depuis le début de cette réunion. Eh bien d'abord innovant parce que en fait, Oncodata Hub est sur un principe d'alimentation automatique des données pour être plus rapide. Donc on ne va pas demander à des techs d'aller collecter de la donnée, mais on va être sur un système d'alimentation automatique. Et lorsque j'ai échangé avec Samantha en début d'année janvier 2022 sur ce programme, eh bien elle a dit partante pour rejoindre ce programme Oncodata Hub, qui est également ancré dans les territoires. C'est également une notion qui est importante, d'être au plus près des patients. Donc ce programme Oncodata Hub, c'est 50 établissements de santé. Donc vous voyez, il a grossi très rapidement. Hein. Donc on a fait des pilotes, on a fait un pilote avec Elsan. Et maintenant, Elsan contribue, donc il y a 11 établissements de santé qui participent. Et on vient d'avoir 11 500 avec des données toutes structurées, toutes fraîches, reçues il y a quelques jours. Et on a souhaité que cet observatoire du médicament et de l'innovation soit vraiment représentatif de tous les établissements de santé qui prennent en charge les patients atteints de cancer. Hein. C'est-à-dire que pas que les grands centres parisiens, mais c'est le public, le privé, le lucratif ou le non lucratif. Et ça, c'est hyper important pour nous, parce que si je rejoins l'objectif de benchmark et l'objectif de représentativité, eh ben, il faut bien avoir des données de santé représentatives de toutes les étapes, de toutes les prises en charge de patients. Merci à tous les trois. On va répondre peut-être à une ou deux questions du public. Est-ce que y a-t-il des questions dans la salle ou des questions à distance? N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Peut-être à distance avec le chat. Alors du coup, moi j'avais une question pour vous. C'est vrai que ces dernières années, on parle beaucoup des données et des données de vie réelle. Je voulais savoir si concrètement, à quel stade de maturité, donc vous avez cité ODH, est-ce que ça fait figure d'exception ou est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment le potentiel d'utiliser ces données? Alors il y a tous les sujets effectivement aussi d'environnement et de consentement patient, mais aussi d'un point de vue technologique, est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui d'utiliser ces données? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, sur la question des patients, c'est hyper important. Donc, on est sur une note d'information des patients et ils sont associés, bien évidemment, à la gouvernance de ces entrepôts. Hein. Cet entrepôt a bien une finalité. Hein. Oncodata Hub, sa finalité, c'est l'observatoire du médicament et de l'innovation thérapeutique. Donc, dans sa gouvernance, les associations de patients, les patients sont bien évidemment représentés. Il y a une gouvernance stricte qui encadre tous les cas d'usage qui peuvent être déposés. Alors, je dirais qu'avec ODH, on a le bonheur de travailler avec tout type d'établissements de santé et on vit, je dirais, la diversité des établissements de santé. Tous ne sont pas équipés comme l'équipe Elsan, que l'on a presque quotidiennement, avec une équipe importante qui remonte la donnée, qui valide la donnée. C'est un travail au quotidien, on a appris ensemble. C'est clair que dans certains établissements, il n'y a pas ces équipes de data scientists, tous ces nouveaux métiers qui sont apparus. Et c'est pour ça que pour nous, Unicancer, on a véritablement un partenariat avec eux. On va les aider à extraire la donnée, à la mettre en qualité. Donc en fait, nous, notre objectif, c'est que quand on produit dans notre jargon ce qu'on appelle une base gelée, toutes les données ont traversé un processus qualité. Il y a plus de 300 tests qui sont menés entre le moment où on reçoit la donnée et le moment où on la met à disposition des chercheurs. Donc ça, c'est notre objectif à nous. Hein, c'est tout ce procédure de mise en qualité. Donc malheureusement, certaines ne passent pas, donc on les met à la trappe. Voilà. Donc il y a une grande diversité. C'est clair qu'il y a des établissements de santé qui ont déjà constitué des entrepôts. Donc quasiment, on a tous des pays qui remontent sur un patient, et puis d'autres où c'est beaucoup plus complexe. Alors on travaille notamment sur les fiches RCP. Et alors là, on est dans la diversité française, parce qu'il n'y en a pas une pareille. Enfin non, il y en a 13 différentes. Donc c'est pas très simple, mais bon, c'est comme ça. Merci à tous les trois. Donc vous pouvez applaudir Dr Piéchaud qui était avec nous, Valérie Minul et Marie Dognaud. Merci beaucoup.
Et pour conclure, j'ai le plaisir d'accueillir Dorothée Moisy-Guarin, directrice de l'innovation Elsan en charge du Living Lab d'InnoLab. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Alors Dorothée, est-ce que tu peux rappeler pour toi ce qu'est l'innovation technologique ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est en écoutant tous les intervenants. Alors, bien sûr, on a parlé de technologie, de robotisation, etc. Mais ce qu'on se rend compte, tout d'abord, c'est que l'innovation technologique, avant tout, c'est une réponse à nos grands enjeux de santé. Donc, on l'a vu notamment avec la partie robotique. C'est des sujets d'accès aux soins dans notre territoire. Mais on pourrait également parler de tout ce qui est problématique autour de la pénurie de professionnels de santé, du problème de temps médical qu'on n'a pas assez. Et on pourrait donner comme exemple des partenariats qu'on a avec Hublot depuis maintenant un certain nombre d'années, où on va travailler sur la gestion des vacataires. Et il y a aussi également le troisième et dernier grand enjeu, on en a beaucoup parlé aussi, c'est des sujets de pérennité du système de santé, des problématiques de ressources financières contraintes. Et ça aussi, l'innovation technologique, elle va venir répondre à ces problématiques. C'est typiquement ce qu'on fait quand on travaille avec l'e-Fun, ou tout ce qui envoie du compte rendu dans nos correspondants de ville ou aux patients, eh ben, on économise des frais postaux en travaillant la digitalisation de ces comptes rendus. Donc on voit bien que finalement, c'est au-delà d'une technologie, c'est surtout une réponse à nos grands enjeux. Alors donc l'innovation technologique est un des leviers pour transformer notre système de santé. Oui, tout à fait. C'est effectivement ce qu'on a vu au cours des tables rondes. Je pense que les exemples, ils étaient assez frappants. Quand on parle typiquement du ZAPIC, c'est vraiment une nouvelle prise en charge. Quand on parle de tout ce qui est également chirurgie robot-assistée, on voit que du coup, ça offre des nouvelles possibilités pour le traitement typiquement des patients atteints de cancer digestif. Donc c'est vraiment un levier puissant. J'ai donné quelques exemples dans le digital, je pourrais en donner d'autres. L'année dernière, on a parlé de la télésurveillance. C'est vraiment le soin qui se prolonge au domicile du patient et qui permet du coup d'avoir une connexion avec son équipe médicale. Donc on voit bien que c'est un levier puissant. Après, moi, ce que je retiens aussi de nos différents intervenants, et c'est une conviction vraiment qu'on a également chez Elsan, c'est qu'il ne faut pas penser que par rapport à la technologie et que ça ne va pas être une réponse à tout. On l'a dit au cours de toutes les tables rondes, c'est aussi un sujet d'innovation organisationnelle et financière. Toutes les tables rondes, on en parlait, les partenariats publics-privés, c'est vraiment assez exemplaire dans ce sens-là. Donc oui, c'est un levier, mais ça ne doit pas être le seul et il doit s'accompagner de ces innovations aussi organisationnelles et financières, comme le disait très bien en introduction Axel également. Alors comment fait-on concrètement chez Elsan ? Je pense que ça s'est assez bien vu ce soir, mais le premier axe de travail, c'est de travailler collectivement. Donc on a toujours l'habitude de mettre en avant nos partenariats start-up Elsan, mais ce que je pense qu'il faut retenir aussi ce soir, c'est qu'évidemment, et ça a été rappelé également en introduction avec Laurence, on innove beaucoup avec les grands groupes, des grands groupes comme GE, comme Intuitive. On innove également avec les opérateurs de soins. Donc ce travail public-privé, il est également extrêmement important pour pouvoir faire du coup de l'innovation un véritable levier et faire en sorte que derrière cette innovation, elle diffuse le plus largement possible dans tous les territoires, dans tous les Français, dans toutes les spécialités. Et donc le deuxième point sur lequel je voulais insister, et là aussi je pense que c'est un point commun qu'on avait avec tous les intervenants, c'est que pour que cette innovation elle soit vraiment effective et qu'elle soit auprès de tous et que ça ne soit pas une somme d'expérimentation qu'il y a dans les grandes villes ou dans les grands centres, il faut vraiment faire ce passage à l'échelle et faire cette partie expérimentation, test sur le terrain. Donc nous chez Elsan, on voit à peu près 2 à 3 sociétés innovantes par semaine et on va en sélectionner une, on est assez sélectif. On va en sélectionner quelques-unes pour faire des expérimentations sur le terrain et vérifier la proposition de valeur dans nos établissements, dans nos réalités de territoire, nos réalités avec nos équipes de médecins libéraux, voir si ça se réalise bien. Et dans ce cadre-là, ce qui est important, et je souligne vraiment l'importance du soutien qu'on peut avoir comme typiquement l'ARS sur le financement de ces expérimentations.
On finance beaucoup, on l'a rappelé en introduction avec Sébastien, tout ce qui est phase très amont de co-développement, développement. Mais in fine, une fois qu'on a le produit, ce qui est important, c'est qu'il trouve ses utilisateurs, qu'il trouve les patients. Et donc ce passage à l'échelle, il se fera que sur des tests terrain, des expérimentations. Et c'est important de pouvoir les financer voilà, sur le terrain. Et notamment parce que le collectif, ça ne veut pas dire uniformément, on l'a bien vu. En fait, les territoires sont tous déclinés de manière différente. Et donc, on a besoin d'avoir cette multiplicité d'expérimentation pour finalement dire, OK, les clés du succès, c'est ça, et ce qui ne marchera pas, c'est ça. Donc, l'expérimentation et la mesure d'impact, c'est vraiment clé pour nous, pour Elsan, dans ce déploiement de l'innovation. Merci. Dorothée, peut-être un petit mot pour la fin. Je vais juste en profiter pour remercier du coup tous les intervenants, nos partenaires évidemment qui sont ici présents également, Elsan Tech et RCA Factory sur la partie média, et surtout au quotidien tous ceux qui contribuent à l'innovation, puisque évidemment la direction de l'innovation est là pour en parler, mais ce travail il est fait vraiment au quotidien par nos professionnels de santé, donc un grand merci à eux. Merci beaucoup Dorothée, vous pouvez l'applaudir bien fort. Merci à tous les participants ici aujourd'hui dans la salle. Merci aussi à toutes les personnes à distance. N'hésitez pas à nous contacter sur le site internet d'Elsan, www.elsan.care/fr/Inolab. Vous pourrez retrouver le replay de cette soirée sur la chaîne YouTube de Elsan et découvrez aussi toutes nos actualités sur les réseaux sociaux de Elsan. Et rendez-vous à l'année prochaine. Merci à tous.